Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le rapport sur l'état de la population mondiale a été présenté ce jeudi à Conakry. Dans un document de 6 chapitres, les Nations Unies à travers l'UNFPA décrivent les réalités auxquelles les populations du monde font face. Un accent particulier a été mis sur la problématique de la jeune fille de 10 ans. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie. Ça, Fatoumata Binta Gallo n'avait que 16 ans quand elle a été donnée en mariage. En donnant naissance à son premier enfant quelques mois plus tard, elle contracte une fistule obstétricale. Et depuis, ce n'est plus le beau temps entre elle et son époux. C'est lors de mon premier accouchement que j'ai eu cette maladie. Mon mari m'a abandonné. C'est mes parents qui m'ont soutenu et m'ont conduit à l'hôpital Jean-Paul II. Dieu merci, je suis guérie. À l'hôpital Ignace Dine, une fille de 6 ans souffre de la même pathologie depuis quelques mois après avoir été victime d'un viol. Elle a subi 6 interventions chirurgicales, mais de l'avis des médecins, aucune possibilité qu'elle recouvre sa santé. Comme celle-ci, nombreuses sont des jeunes filles victimes de violences de tout genre en République de Guinée. Les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2012 en disent mieux sur les statistiques. 63% des filles se marient avant 18 ans. S'agissant des grossesses précoces, 26% des adolescents entre 15 et 19 ans sont déjà mères. Plus de 9 adolescentes et jeunes filles sur 10, soit 90,6%, sont excisées. 26,5% des jeunes filles de 10 à 24 ans ont été victimes de violences. En Guinée, d'amples efforts ont été fournis pour remédier à ce problème, mais force est de reconnaître que beaucoup reste à faire. L'UNFPA, auteur de ce rapport, mesure à juste titre l'importance d'investir dans la petite enfant de 10 ans pour un avenir radieux des États du monde. Au demeurant, le rapport sur l'état de la population mondiale 2016 montre enfin que notre avenir collectif dépend de la façon dont nous soutenons les 60 millions de filles âgées aujourd'hui de 10 ans, au moment où elles commencent leur voyage de l'adolescence à l'âge adulte. La fille de 10 ans aujourd'hui aura 24 ans lorsque nous ferons le bilan de la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il s'y est donc de rappeler que ces objectifs de développement durable mettent l'accent sur l'inclusion et l'équité comme objectif de ne laisser personne. Pour une nouvelle fois, la Guinée, par la voix de son président de la République, réaffirme son engagement à faire de la jeune fille le pilier de son progrès socio-économique. Mesdames, Messieurs, je profite de cette occasion pour vous rassurer que la République de Guinée tiendra ses engagements à travers les conventions internationales auxquelles elle a souscrit. Je souhaite que le présent rapport sur la population mondiale 2016 soit intégré dans les politiques des programmes nationaux pour la réduction de la pauvreté, la protection des droits humains et le développement des femmes et des filles. L'engagement est pris, il ne reste plus qu'à le matérialiser. Quelle perspective offre désormais le secteur de la pêche après la levée de la sanction de l'Union européenne? La réponse à cette question avec le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime qui, dans un entretien exclusif, a accordé à notre rédaction. Plus d'explications avec Aïssata Fofana. Après des années de démarches et de négociations auprès de l'Union européenne pour retirer le nom de la Guinée sur la liste des pays tiers non coopérants, aujourd'hui c'est chose faite et les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Pour le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, de nombreuses perspectives se dessinent à l'horizon à l'issue de cette levée des sanctions. Cette nouvelle confiance, ce nouveau pacte qui vient d'être créé entre l'Union européenne et notre pays, ça donne des débouchés considérables à nos acteurs, à nos artisans pêcheurs. Parce que l'Union européenne, c'est 28 pays. Donc c'est un grand marché qui s'ouvre dorénavant à nos pêcheurs. Donc on parlerait d'augmentation de revenus, on parlerait aussi d'échange de pratiques et de certification des normes qui vont permettre à la qualité de nos ressources d'être reconnues à travers le monde entier.
Un acquis obtenu grâce à l'implication du président de la République qui, selon André Loy, s'est personnellement impliqué dans le processus pour donc pérenniser la lutte engagée contre la pêche illicite et éviter de nouvelles sanctions à la Guinée. Le département de la pêche entend redoubler de vigilance. Nous voulons demander le maintien de cet élan, de ces efforts de surveillance, de contrôle, de délivrance des licences et surtout, comme il faut l'insister là-dessus, permettre à nos ressources de pouvoir se reconstituer pour assurer une exploitation durable. C'est ce que nous allons poursuivre, et sans compter que la rigueur dans le cadre de l'accès à nos eaux va être de mise et que n'importe qui ne pourra plus accéder n'importe comment à nos eaux pour pêcher de manière illégale, pour détruire la faune et pour nous mettre en péril nos ressources halieutiques. Des mesures qui amélioreront l'image de la Guinée sur le plan international dans le domaine de la pêche, a conclu le numéro 1 de ce ministère. Un processus de mentorat entre les femmes émergentes et les filles vient d'être initié par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. À travers cette première édition, l'ONG WANEP Guinée entend créer un cadre d'échange et de dialogue entre les femmes qui ont déjà émergé et celles qui veulent emprunter le même chemin. Le point avec Omar Sow. La problématique de la protection et promotion des femmes et filles reste une préoccupation qui a plus ou moins atteint une satisfaction dans les pays développés. Et tandis que dans les pays africains, même si on est arrivé à lui occulter un caractère tabou, le constat s'avère toujours amer. C'est pourquoi l'ONG WANEP Guinée a jugé nécessaire de réaliser ce projet intitulé « Sensibilisation sur la promotion et la protection des femmes et filles pour une paix durable en Guinée ». La raison est que nous voudrons que les femmes qui ont émergé à la République de Guinée aident d'autres femmes ou filles qui ont vraiment les compétences mais qui n'ont peut-être pas aujourd'hui la chance d'émerger. Donc c'est comment créer ces cadres d'échange pour que ces femmes-là continuent à cocher ces dames, ces filles, ces étudiantes qui sont en quête aussi d'émergence. En Guinée, plusieurs femmes émergentes sont comparées même à des hommes au niveau international. Mais pour la chargée de programme de l'ONG WANEP Guinée, le constat est qu'il y a une barrière entre les jeunes filles et ces dames, un fait que la dite structure entend corriger. Et comme on le dit, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Alors nous avons jugé nécessaire c'est le bon moment de transcender ce fossé afin qu'on puisse avoir une relève prête, une relève conséquente. Mais cela à travers l'aide de ces femmes, de ces braves femmes qui seront dans les jours prochains des mentors pour ces jeunes filles. Une démarche que la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance entend accompagner. Si WANEP commence ce processus aujourd'hui, je pense que c'est un bon message. Et en tant que le département chargé de la promotion de la femme, on ne fait que se réjouir et de s'engager à accompagner ce processus dans l'intérêt supérieur des femmes guinéennes. À travers cette option de solidarité féminine initiée par l'ONG WANEP Guinée, des femmes mentors vont se succéder sur le présidium pour partager leur expérience afin d'encourager ces jeunes filles à leur emboîter les pas. Autre chose dans cette édition d'information, un atelier de planification stratégique de l'initiative pour la prospective économique et le développement durable a démarré ce vendredi à Conakry. L'initiative est de l'IPED en collaboration avec Oshoa Guinée. Durant 3 jours, les participants devront développer les étapes constructives d'un plan stratégique. Saloum Kondé. Selon le directeur de l'IPED, c'est une concertation qui devra permettre d'élaborer un plan stratégique pour le développement durable de la Guinée. Cet exercice est un référentiel d'orientation qui va circonscrire l'intervention de l'IPED pour les 5 prochaines années. Il est extrêmement important de mon point de vue de noter que aujourd'hui en Guinée, il y a quand même cette dynamique de mutation, de transformation, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, ou même dans le domaine de l'énergie. Il y a la transformation qui est en vue. Donc il est important comme acteur du développement de voir comment nous pouvons nous positionner non seulement dans l'environnement global, mais aussi dans l'environnement spécifique qui est celui de la Guinée. Et pour ça, les axes doivent être définis
ainsi que vraiment l'orientation et des indicateurs que nous allons vraiment définir pour que, au bout d'un certain nombre d'années, qu'on puisse évaluer quelle a été la contribution de IPED et ses membres au changement qui est en cours, les mutations qui sont en cours. Pour donc faciliter cette orientation de manière participative, les séminaristes devront faire une analyse des différentes étapes pour construire un plan de développement. Il serait bon, dans la première phase de planification stratégique, de décrire le contexte. C'est quoi le contexte? Quels sont les changements en cours? Quelles sont les mutations en cours? Et qui vont impacter sur le devenir de l'organisation. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse stratégique de l'organisation. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont les opportunités qui se présentent et quelles sont les menaces aussi liées au contexte et qui pourraient impacter négativement sur l'organisation si elles ne sont pas prises en charge. Cette rencontre devrait aussi mettre un accent particulier sur la valorisation de la recherche scientifique, car selon Cabinet Cissé, directeur de l'IPED, les scientifiques sont laissés pour compte dans le pays. On a l'impression comme si les chercheurs sont un peu oubliés en Guinée. Donc IPED va œuvrer à contribuer à revitaliser la recherche en Guinée, tout en s'approchant avec les centres académiques, les centres universitaires, pour voir quels sont les sujets sur lesquels nous allons avoir des initiatives collaboratives pour pouvoir les porter au niveau des décideurs politiques. Dans les jours à venir, l'initiative pour la prospective du développement durable compte dresser des constats sur la problématique de la recherche scientifique en Guinée. L'interruption volontaire de la grossesse, aussi appelée avortement provoqué, est un recours souvent pratiqué par les filles ou femmes enceintes. Le plus souvent, ces mamans ne désirent plus poursuivre leur état de famille. Le phénomène est beaucoup plus pratiqué par les mineurs, certaines par manque de communication et d'autres par manque de soutien. Notre reporter Buntorabi Keita est allé à la rencontre de certaines femmes, mais aussi recueilli l'avis d'un médecin. Suivez. L'avortement provoqué est un phénomène assez préoccupant au sein de notre société. Des jeunes filles, en majorité adolescentes, interrompent à longueur de journée des grossesses. Des nouveau-nés ou des fœtus en évolution sont souvent retrouvés dans les rues de Conakry sans pour autant savoir les responsables de ces actes. Pour beaucoup de jeunes filles, la pratique de l'avortement s'explique par plusieurs raisons. Quand une fille arrive à tomber enceinte sans son consentement et qui ne peut vraiment pas prendre en charge cet enfant, elle est obligée de s'en débarrasser de la grossesse. L'interruption volontaire d'une grossesse peut être aussi une recommandation des médecins et dans ce cas, la grossesse n'est pas indésirée. Interruption volontaire, ça, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y a des sujets, une fois en état de famille, comme on aime le dire, et comme nous voyons des risques qui peuvent entraver l'évolution du fœtus, alors on peut passer à cette pratique qui est l'avortement volontaire. Vous comprenez, pour sauver alors la personne. Entre la puberté et la ménopause, il est très difficile de contrôler sa fécondité en permanence, surtout si on ne dispose pas d'une contraception fiable et facile à utiliser. Ainsi, une grossesse non prévue peut subvenir chez n'importe quelle femme et à n'importe quel âge, précisent les experts dans le domaine sanitaire. C'est pourquoi ils préconisent une large sensibilisation des adolescentes sur des méthodes de planification. Dans notre cas, ça, c'est manque d'information qui fait que la personne ne connaît pas l'ampleur de l'avortement. Vous voyez? Et si la personne n'est pas du tout informée, alors elle se met à cette pratique et ça a des conséquences néfastes sur sa santé. En se livrant à l'avortement provoqué, les conséquences sont le plus souvent énormes, comme l'explique cette mère de famille. L'avortement n'est pas bon. Si tu avortes, ça va beaucoup jouer sur ton col utérus. Ce que je vais dire à toutes les filles et femmes, c'est de ne jamais avorter. Outre les sensibilisations faites par les autorités, ils sont nombreux des observateurs qui estiment que des communications à outrance dans les familles et communautés pourraient bien aider les filles et femmes tentées par l'avortement.
Autre chose dans cette édition d'information, la problématique de logement conacrien, véritable casse-tête pour les citoyens. Malgré les nombreuses constructions dans la capitale, les populations rencontrent assez de difficultés pour se trouver un logement. Pendant que certains accusent les démarcheurs de spéculer sur les prix des loyers, ces derniers parlent plutôt de la cupidité des concessionnaires. Reportage Oumi Kamara. Depuis 5 ans, Aboubakar Konté est dans ce métier de démarcheur. Une corporation dont l'activité échappe au contrôle de l'État, même si l'exercer est devenu aujourd'hui un véritable business très lucratif. Dans les conditions normales, on doit gagner de deux parties. Les concessionnaires nous donnent et le client aussi nous donne. Parce que le concessionnaire, lui, il est sur place. C'est nous qui sortons sous le soleil ardent. On va à la recherche des clients, on l'envoie. Appelé coursier ailleurs, mais en Guinée, dans un langage vulgaire, cette corporation est appelée les démarcheurs. Leur job consiste à aider les citoyens en quête de logement à en trouver, moyennant une caution. Et pour beaucoup, les démarcheurs sont responsables de la cherté du loyer à Conakry. Mais comment se passe le deal entre concessionnaires, démarcheurs et clients? Les clients à qui on doit servir savent que vraiment on se bat pour eux. Mais comme la maison, c'est pas pour nous, donc on ne peut rien contre ça. Mais deux fois, certaines, on peut te donner la maison. Quand tu lui parles de faire un rabais sur la mensualité, il peut te comprendre. Certains peuvent te demander, bon, l'avance, est-ce que les 2 ans sont... les 2 ans là, c'est trop. Parce que moi aussi, je gagne à travers de ça. Les pratiquants de ce métier de démarcheur sont souvent des adultes frappés par le chômage. Ils sont faciles à reconnaître dans les quartiers où ils érigent même parfois des bureaux. Parmi eux, on y trouve de toutes catégories, des bons, des moins bons et des pires. Yesoko Munkara Fadel est béninois. Depuis quelque temps, il cherche un abri. On a eu de nouveaux étudiants qui sont venus. Donc il faut que nous, étant anciens, on soit à côté d'eux pour leur montrer comment les trucs se passent ici. Donc on est dans une maison de 2 chambres, salon. On est venu jusqu'à... Ils se sont ajoutés, donc ça fait 4 à 5, on a bon 5 dans la maison. Donc on ne peut pas vivre à 5 dans 2 chambres. En tout cas, les situations ne nous permettent pas. Et chacun a donné l'argent pour vivre dans le confort. Vous comprenez? Donc on a voulu quitter pour avoir de l'espace, pour pouvoir bien étudier quand même dans de bonnes conditions. Démarcheurs et clients souhaitent tous aujourd'hui que l'État vienne en aide à la population guinéenne pour alléger le problème de logement qui est devenu de nos jours une des préoccupations majeures. L'électronique, un vieux métier, surtout dans la réparation des postes radio et téléviseurs. Malgré l'évolution technique et technologique, ils sont nombreux encore qui se maintiennent dans la maintenance des postes téléviseurs. Nos reporters ont fait un tour dans un atelier tenu par 3 maîtres réparateurs dans la commune de Dixine. Suivez Bamamad Alpha. Idrissa Koné est tranquillement assis dans son atelier, ses yeux rivés sur un poste téléviseur ouvert devant lui. Cet homme a embrassé cette activité à travers une de ses connaissances il y a de cela 20 ans. Maître Koné a abandonné les études au profit de ce métier d'électronicien. Celui qui travaillait ici, celui qui faisait ce métier-là, comme je venais souvent derrière lui, il m'a encouragé de faire ce métier comme lui. Donc, j'avais pas la tête à ça. Mais comme souvent j'étais là derrière lui, souvent, finalement, le métier m'a attiré. Et puis lorsque je faisais la 7e année, quand je suis parti en 7e, je suis venu derrière lui. Contrairement à ce dernier, Mohamed Souma, lui, au-delà de la passion, a passé par l'école des postes de télécommunications puis l'université pour apprendre l'électronique, ce qui a permis à ce jeune d'avoir une double casquette dans ce domaine. Je suis diplômé, j'ai passé par l'école des postes et télécommunications. Je peux faire le réseau par exemple, à part ça, c'est-à-dire dans le domaine informatique qui n'est pas lié à ça aussi, je peux le faire aussi. Il n'y a pas d'activité sans difficulté, dit-on. Ces techniciens évoquent aussi la rareté des pièces de rechange sur le marché et le faible revenu qu'ils génèrent. On n'a pas de pièces. Surtout les écrans plats qui viennent de sortir, là on n'a pas de pièces. Mais même si tu sors pour aller chercher, tu ne trouves pas la pièce. Et quand on trouve encore, c'est très cher. Les Guinéens, vraiment, c'est pas facile. Ils ne reconnaissent pas. C'est-à-dire,
l'effort d'un technicien. Il préfère acheter la pièce à 500 000, 600 000. Tu vas lui dire de payer, même si c'est 100 000, il dit ah vraiment ce n'est rien maintenant. Alors qu'il a le courage de payer 500 000, 600 000 pour ces pièces pour qu'il soit dépanné. Maintenant celui qui le dépanne, il refuse de payer ses dettes. Il dit maintenant que ce n'est rien. Et tu vas te donner au moins 50 000 francs. Vous allez parler fatigué. Tu peux même aller payer une pièce neuve. Tu envoies, tu montes, c'est pas bon. Et tu ne peux pas retourner encore. Une fois que c'est payé, c'est sorti dedans, c'est fini. Malgré cela, après plusieurs années d'exercice de ce métier, ces ouvriers trouvent tout de même satisfaction. Je ne le regrette pas quand même. Parce qu'aujourd'hui, je m'arrive à m'en sortir un peu. Dieu merci, je suis resté dans ça. Je me suis marié dedans. J'ai 2 enfants aujourd'hui, un garçon et une fille. Dieu merci, je les nourris ici. Quand je viens, je me débrouille. Pour grandir dans leur corporation, ces techniciens militent désormais pour la création d'une association. Dernier élément nation de cette édition, se rendre aux États-Unis afin de changer ses conditions de vie, c'est le rêve de beaucoup de citoyens du monde, d'où l'idée de création par les Américains d'un jeu dénommé Develoterie en vue de donner la chance à des milliers de personnes de bénéficier d'un visa américain. C'est pour davantage informer les candidats sur le déroulement de cette loterie que le consul des États-Unis en Guinée a animé une conférence de presse ce vendredi à la Maison de la Presse. Moussa Sefa Kamara. Les États-Unis est généralement le pays prisé par les immigrés des 4 coins du monde, au point que ce pays reçoit de nos jours des immigrés de tout genre et toutes pratiques parfois dangereux pour la paix même des Américains. Pour réglementer le voyage des résidents aux États-Unis, le pays met en place une procédure légale appelée loterie DV America. Vu le nombre élevé de demandeurs, les places sont aussi limitées. Le nombre de visas disponibles est limité par la loi. Présentement, seulement 50 000 visas sont disponibles par an à travers le monde entier. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire exactement ce que vos chances de gagner seront. Cela dépend du nombre de participants. Même admis, ces candidats à l'immigration sont parfois victimes d'arnaques et de duperies. À l'effet, le consul des États-Unis précise. Notez qu'il n'y a aucun frais pour jouer à la loterie Diversity Visa. Si vous êtes sélectionné, vous devez payer des frais de visa normaux à l'ambassade le jour de votre entrevue. Mais toute personne demandant le paiement via Western Union ou le paiement en ligne commet un acte frauduleux. Toute correspondance du gouvernement américain par email vient d'une adresse avec l'indication .gov, pas .com, .org ou .net. Selon le consul, les Américains sont aptes à accueillir plus de 50 000 personnes venant de tous les pays éligibles à DV Loterie America, excepté l'Inde, la Chine et le Mexique. Ceci à cause du taux élevé des ressortissants de ces pays aux États-Unis. L'actualité en France avec ce mouvement qui s'étend. Cela fait 4 nuits que les policiers manifestent. Ils dénoncent leurs conditions de travail, les agressions qu'ils subissent. François Hollande annonce qu'il recevra leur candidat la semaine prochaine. Reportage. Une 4e soirée de manifestation, menée tambour battant et au son de la cornemuse. Dans plusieurs villes de France, comme ici à Paris, les policiers se sont de nouveau rassemblés pour protester contre le manque de moyens dans leurs rangs, mais aussi contre l'impunité dont jouissent d'après eux les délinquants. On entendait que dehors, peut-être 1 heure après, 1 heure et demie après qu'on tapait notre procédure, qu'il y avait encore des échauffourées à l'extérieur dans un coin de la ville. Quand on est allé sur place, c'était la personne qu'on venait d'interpeller, qu'on tapait la procédure. Quand on voit la légitime défense, pour moi ça me fait penser à un western. Si vous voulez, vous avez 2 individus l'un en face de l'autre, sauf que vous en avez un qui a déjà l'arme de sortie. Et là c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez riposter. On ne devrait pas attendre qu'il y ait qu'on soit menacé, notre intégrité physique soit menacée pour pouvoir riposter. Sur la place du Trocadéro, quelques citoyens sont venus se mêler aux policiers en civil. On est juste là pour leur témoigner un petit peu de soutien. Je suis extrêmement étonné que la police en soit à ce niveau-là.
avoir besoin de se retrouver dans la rue pour crier un ras-le-bol, c'est qu'il y a quand même un gros souci aujourd'hui sur l'ordre en France. Le cortège de policiers a ensuite pris la direction des Champs-Élysées. Certains ont tenté d'accéder au ministère de l'Intérieur avant d'être bloqués par les gendarmes. Puis les manifestants ont appris qu'une délégation serait reçue place Beauvau ce vendredi. Ils se sont donc dispersés dans le calme. Le président de la République a lui annoncé qu'il rencontrerait les organisations de police en début de semaine prochaine. La politique spectaculaire aux États-Unis à quelques jours de la présidentielle, Donald Trump et Hillary Clinton se sont retrouvés pour un dîner de charité et comme le veut la tradition, les deux candidats se sont livrés à un concours de petites blagues entre plaisanteries et petites piques. Suivez. Pour Donald Trump, tout avait bien commencé. Comme le veut la tradition du dîner caritatif Alfred Smith, le candidat républicain s'est livré à une série de blagues sur lui-même, ou presque. Pour faire rire l'auditoire, il est ainsi revenu sur la polémique embarrassante pour sa femme du plagiat d'un discours de Michelle Obama. Michelle Obama a donné un discours et tout le monde l'adore. Il est fantastique. Et il trouve Michelle vraiment géniale. Ma femme Melania donne exactement le même discours et les gens s'en prennent à elle. Mais rapidement, le milliardaire américain a repris un ton plus acerbe qui n'a pas plu au public. Hillary pense qu'il est vital de tromper le peuple en adoptant une politique en public tout en mettant en œuvre une autre politique en privé. Ainsi, elle est là ce soir en public, faisant semblant de ne pas détester les catholiques. Une pique qui passe mal. L'événement qui vise à lever des fonds est en effet organisé par le diocèse de New York, qui avait appelé les deux candidats à un esprit de collégialité et de bonne humeur. Hillary Clinton, de son côté, s'est montrée plus à l'aise dans l'exercice. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de téléprompteur ce soir. C'est une bonne chose, car peut-être vous avez vu Donald détruire le sien l'autre jour. Et je le comprends très bien. C'est difficile de les suivre. Et je suis sûre que c'est d'autant plus difficile lorsqu'il faut traduire directement du russe. Le dîner s'est conclu par cette brève poignée de main. Les deux candidats à la Maison-Blanche ne devraient pas se revoir avant l'élection du 8 novembre prochain. Les unes après les autres, les villes autour de Mossoul en Irak sont libérées. La bataille est engagée depuis 5 jours maintenant. Les forces irakiennes et les Kurdes progressent vite et pour la première fois, les habitants en témoignent. Ils parlent de leur vie sur le groupe État islamique. Suivez. Patrouille s'engage dans le désert. Nous sommes au petit matin. Pourtant, plus nous avançons, plus le ciel est crépusculaire. Les rayons de soleil ne parviennent pas à percer l'épais voile de fumée provoqué par les puits de pétrole en flammes. Les djihadistes y ont mis le feu pour protéger leur fuite. Il y a 2 jours encore, la petite ville d'Al-Houd était contrôlée par les hommes de Daesh. Timidement, les villageois sortent de leur maison malgré les combats tout proches. Je n'ai pas le temps de vous parler. Mon fils a été blessé par un sniper dans le village d'à côté. Au beau milieu de l'artère principale, défoncée par les explosifs, un cadavre que ce combattant recouvre d'une couverture. L'homme s'appelait Abdallah Nezar, l'émir local du groupe État islamique, un Saoudien redouté pour sa cruauté. Si quelqu'un fuyait le village, il l'égorgeait, lui-même. Rien que dans ce quartier, il a tué plusieurs personnes ces derniers jours. Au moins 30 morts, à lui tout seul. Le village est libéré de Daesh, mais la peur n'a pas disparu. Non, désolé, on ne peut pas parler, ils ont des otages. Daesh est parti avec une vingtaine de villageois. Ces kidnappings ont fini par écœurer la population qui s'est soulevée. L'heure est au règlement de compte. Cet homme, un complice présumé de Daesh, vient d'être dénoncé par sa propre femme. Lui et un autre homme sont traités sans ménagement. Non, arrêtez, crie ce gradé. Les 2 hommes
sont extraits de justesse. Les forces irakiennes ont progressé plus vite que prévu. Elles se trouvent à environ une trentaine de kilomètres de Mossoul. L'objectif majeur, il pourrait être atteint d'ici une semaine, estiment les militaires irakiens. Ah oui, image difficile à supporter. Au Venezuela, à présent, l'espoir s'éloigne pour l'opposition. Dans les prochains jours, elle devrait réunir la signature de 4 millions d'électeurs, condition pour pouvoir organiser un référendum et chasser le président Nicolás Maduro. Sauf que les autorités ont vu le danger arriver et ont suspendu le processus. Suivez. Les tribunaux évoquent des fraudes dans la dernière collecte de signatures en faveur du référendum. Une aubaine pour les partisans de Nicolás Maduro. Bien sûr, ils ont le droit de demander un référendum, mais ils doivent aussi respecter la Constitution et la loi. Et nous avons le droit de défendre notre frère Nicolás Maduro parce que j'ai voté Maduro et je veux qu'il finisse son mandat. Le parcours est complexe pour obtenir l'organisation du référendum. L'opposition accuse le CNE de retarder le processus. S'il a lieu, le référendum ne pourra pas se tenir avant l'année prochaine. Trop tard pour obtenir de nouvelles élections. Le vice-président prendra la relève. Mais l'opposition menée par Enrique Capriles ne se dit pas vaincue. Tout est fait pour démotiver, décourager, pour que les gens soient paralysés. Le sondage montre clairement qu'il y a une volonté de signer, une volonté de donner une empreinte. Et c'est clairement une majorité qui veut le révoquer. Je demande aux gens de continuer comme ça. Le mandat de Nicolás Maduro court jusqu'en 2019, mais le président est très impopulaire, notamment à cause des pénuries des produits de première nécessité et de l'inflation. 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent son départ. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.